Merci beaucoup. Thank you very much, Konstantin Petrov. Il parlait tout à l'heure de l'aspect humain, du fait que dans les recommandations de son association, ils font tout pour que ce soit vraiment, tout soit élaboré autour de l'humain. Et un peu plus tôt, le commandant Saini Kenissa, voilà, nous parlait du fait que la première cause de l'insécurité, disons ça comme ça, dans le secteur, et dans tous les secteurs d'ailleurs, c'est l'aspect humain. Nous allons recevoir notre prochain panéliste qui va nous parler de la formation. On est tous d'accord, hein, quand on parle de l'aspect humain, on parle forcément d'abord de la formation, parce qu'il faut que ces personnes soient bien formées afin de bien appliquer les règles. Sous vos applaudissements, Dr Ezzadine Kerma, directeur de l'École nationale supérieure maritime de l'Algérie. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je dois remercier les organisateurs de ce forum pour cette invitation qui nous fait vraiment, qui rentre droit au cœur, comme on dit. Donc, mon sujet d'aujourd'hui, c'est dans la foulée des autres sujets. Il va parler de la culture de la sécurité maritime comme un levier de résilience et d'excellence. Cette notion qui n'est pas vraiment visible dans les conventions internationales, parce que même si on prend le code ISM lui-même, si on cherche le mot culture, il n'existe pas. Si on cherche même dans la convention internationale de la formation des gens de mer, dite STCW, si on cherche le mot culture, il n'existe pas. Donc, d'où cette réflexion que je veux partager avec vous aujourd'hui pour essayer de donner un éclairage d'une autre façon de voir les choses. Donc, mon plan de présentation s'articule autour des points suivants. Tout d'abord, je vais parler du contexte et de la problématique que je vais évoquer et que je viens de dénoncer un peu les grandes lignes. Je vais parler de la méthodologie de cette présentation, de l'analyse que j'ai entamée pour répondre à un certain nombre de questions, des résultats trouvés, pour enfin faire des recommandations et une vision d'avenir. Donc, pour commencer avec le contexte et la problématique, eh bien, ma question était toute simple. Durant quelques années, nous avons vécu une situation un peu très difficile, des compagnies maritimes où les navires sont totalement à l'arrêt, sinon détenus à l'étranger, et des compagnies qui fonctionnent très bien dans le même pays. C'est-à-dire, dans le même pays, nous avons une compagnie qui fonctionne plus ou moins bien, et une autre compagnie où elle a des difficultés énormes. Donc la question qui se pose, où est le problème? C'est-à-dire, quel facteur explique les écarts de performance en sécurité entre les compagnies maritimes? Ces deux compagnies, les équipages pratiquement sont formés dans la même école, dans la même convention, et les navires sont certifiés de la même manière. Et pourtant, il y a une disparité dans l'évaluation. Donc, si nous parlons de la convention STCW, je vais donner un éclairage pour ceux qui ne sont pas initiés à cette convention pour dire ce que c'est à travers notre formation à l'École nationale supérieure maritime. Donc, la STCW, elle est concrétisée dans la formation comme suit. Nous, on recrute des étudiants venant de l'université en sciences et technologies avec une licence. Après un concours, ils rentrent à l'école. Ils suivent 2 années de formation pour obtenir un diplôme. Ce diplôme-là leur permet
de prendre la mer, mais en tant que stagiaire, en tant qu'élève. Donc, ils ont un certain nombre de certificats de sécurité. Donc, ils sont formés en sécurité maritime. Après 12 mois de navigation, ils deviennent officiers après l'obtention d'un brevet avec un examen à l'école. Ensuite, ils sont détenteurs d'autres certificats selon le type de navire pour exercer 12 mois comme officier, pour venir une deuxième fois à l'école pour passer le brevet de second ou de second capitaine ou de second mécanicien, le deuxième homme à bord. Ensuite, ils obtiennent des certificats de sécurité maritime. Ensuite, ils prennent la mer au moins pour 12 mois en tant que second, pour venir après, à la fin, pour passer un examen pour obtenir le brevet de capitaine au long cours, ou bien de capitaine en général, ou bien de chef mécanicien, avec d'autres certificats. Donc vous voyez que le parcours est très lent, c'est-à-dire pour former un commandant de bord, eh bien c'est un parcours c'est important. Donc le fait de perdre un commandant de bord, c'est qu'on a perdu une histoire. Donc, mais attention, le commandant de bord même ou l'officier, même étant à bord d'un navire, ils doivent revenir chaque 5 ans. C'est-à-dire ils ont une revalidation quinquennale de leur certificat. C'est-à-dire chaque 5 ans, ils doivent venir à l'école pour revalider leurs connaissances. Bon, ceci dit, voilà comment ils fonctionnent. Tout ceci se passe à l'École nationale supérieure maritime, dont je vous donne un overview sur ça. On est étendu sur 14 hectares et le bâti c'est 2 hectares. Nous avons l'internat des étudiants, nous avons le plan d'eau pour la survie aux mers, nous avons les laboratoires informatiques, électroniques, automatiques, les simulateurs de navigation et de GMDSS, l'installation machine, et vous avez les salles de langue, les ateliers, le centre de survie et de lutte contre les incendies, et voilà, une vue d'ensemble sur l'école. Maintenant, rentrons dans la deuxième chose importante. On a dit que les gens sont formés de la même manière, c'est-à-dire, je viens de l'expliquer, la Convention internationale, et en même temps, les navires sont certifiés. Tous les navires sont certifiés de la même manière, avec le code ISM. C'est quoi le code ISM? Eh bien, il y a une partie A qui parle de généralité. Si vous connaissez l'ISO, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a une politique, il y a une responsabilité, on doit désigner la personne de qualité, la responsabilité autorité du capitaine, les ressources humaines, l'établissement des plans. Tout ça, c'est des procédures à mettre en place. C'est-à-dire, le code ISM, il est basé sur les procédures. Et c'est ce qu'on fait, nous, à l'école. C'est-à-dire, on enseigne ce code-là. Alors, maintenant, ce qui est intéressant dans la méthodologie, c'est que, à travers 3 ans, j'ai essayé de parler avec des officiers de la marine marchande pour savoir pourquoi ça ne marche pas dans certains navires et pourquoi ça marche bien dans d'autres. Donc, j'ai mis un questionnaire sur ça et j'ai essayé également avec des interviews d'éclairer certains points pour aboutir au point suivant, c'est-à-dire pour aboutir à 10 points. Enfin, j'ai résumé tous les résultats à 10 points. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est la faible maîtrise du concept de sécurité maritime. C'est-à-dire la notion de sécurité, le mot sécurité, il n'est pas compris de la même manière d'une personne à une autre. Même si on fait un tour de salle et on pose la question « c'est quoi sécurité ?», chacun va donner un sens à cette sécurité. C'est-à-dire on n'a pas le même concept dans la tête. Pourquoi? Et ça c'est vrai, parce que la sécurité a commencé il y a très longtemps. D'ailleurs en latin on parle de se, le mot c'est SE, c'est sans. Curas, ou bien cura, c'est quoi? C'est sans peine, sans souci. C'est-à-dire la sécurité, d'une manière étymologique, on peut l'expliquer comme étant sans peine, sans souci, c'est-à-dire la tranquillité interne. Ça veut dire que le mot, dans sa signification d'origine, il s'agit d'une sensation,
et d'un sentiment interne. Je me sens en sécurité, je me sens. Par contre, le mot a évolué à travers le temps, il a évolué pour sortir de l'intérieur de l'humain, pour sortir à l'extérieur sous forme de contraintes et de procédures. C'est-à-dire, actuellement, quand on parle de sécurité, on dit c'est les procédures. C'est les procédures, c'est-à-dire, donc le marin, il est entre deux situations internes, une situation interne et une situation externe. C'est-à-dire, le concept, normalement, pour le marin, il est sorti de lui-même pour le trouver à l'extérieur. Donc, on a rendu le marin un petit peu fainéant. C'est-à-dire, maintenant, il réfléchit plus de la sécurité d'une manière interne. Il attend à ce qu'un système lui rapporte cette sécurité-là. Un autre système, c'est-à-dire une procédure qui va lui rapporter ça. Le deuxième aspect, c'est l'entropie organisationnelle et opérationnelle. C'est-à-dire parce qu'il attend quelque chose qui vient de l'extérieur, donc il accumule les erreurs. Et s'il accumule les erreurs, il rentre dans un système anarchique d'organisation. Et vous savez que quand on rentre dans un système anarchique d'organisation, eh bien, on ne cesse de cumuler les erreurs. L'être humain est une machine d'erreurs. Vous savez, on commet chaque heure, on commet 4 à 5 erreurs. Chaque heure, on commet 5 à 6 erreurs de déplacement, de mentalité, le fait de ne pas regarder d'un côté ou de l'autre. Donc, cette entropie, si elle s'accumule, vous savez, d'après la pyramide de Bird, si on fait 600 erreurs, eh bien, on aura 30 accidents. Et si on aura 30 accidents matériels, certainement, on aura 10 accidents de blessures. Et si on aura 10 accidents de blessures, automatiquement, on aura un mort d'homme. Donc, cette pyramide-là, si on la laisse, eh bien, elle va tuer l'organisation. Elle rentre dans une entropie organisationnelle. Et également, j'ai constaté que la sécurité, des fois, elle est considérée d'une manière individuelle, alors que c'est une activité sociale. La sécurité, ce n'est pas l'affaire d'un individu, mais une affaire de tout le monde. Chose qu'on ne trouve pas chez les subalternes à bord des navires. Les subalternes à bord du navire, ils sont considérés comme des êtres isolés, c'est-à-dire ils pensent qu'à leur sécurité individuelle. Ils ne sont pas immergés ou bien dans une sécurité organisationnelle globale. Également, il y a le combat avec le Port State Control. Avant, on avait peur de prendre la mer. Après, on avait peur de la mer. Maintenant, on n'a pas peur de la mer. On a peur du Port State Control. J'ai vu des compagnies qui hésitent de faire un voyage sous peine d'être arrêtées dans un port étranger. Donc la peur a changé quand même. Elle a changé. Alors que la mer, elle est basée, la mer d'une manière philosophique, elle est basée sur la liberté. Quand on est en mer, le marin, quand il est en mer, il se sent en liberté. Alors que maintenant, cette liberté, elle est piétinée par ce contrôle-là. C'est-à-dire, il n'arrive pas à comprendre, même lui, il n'est pas à l'aise à bord d'un navire, parce qu'il sent cette angoisse à chaque fois qu'il va rentrer dans un port. L'obsession des normes, tout est normalisé, tout est procédure. On a tué l'esprit d'adaptation. Le code ISM, je vous le dis tout de suite, il a tué l'esprit d'adaptation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se fie au protocole. Ça, c'est normal, parce qu'on est responsable. Parce que si on ne respecte pas la procédure, on est condamné. C'est pour ça qu'il y a cette angoisse de la part du capitaine qui était, à un moment donné, seul maître à bord après Dieu. Maintenant, on commence à remettre un petit peu cette notion, c'est-à-dire, elle n'est pas caractérisée sur terrain. Pardon. L'autre approche, c'est l'apprentissage de la sécurité.
Alors, on voit que les marins, ils viennent à l'école, mais ils ont du mal à intégrer leurs connaissances dans leurs réflexes. Et ils ont du mal à intégrer leur savoir dans leurs réflexes. Et on le voit à travers les détentions. C'est-à-dire, il y a des erreurs commises par les marins, normalement, qui sont très simples. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que ce réflexe n'existe pas. Donc pourquoi? Parce qu'ils agissent par procédure. Il y a également le message descendant. Le code ISM ou bien le système de management de la qualité a fait que l'information, elle vient du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut. C'est-à-dire on a tué la notion de communication elle-même, qui est basée sur un échange de part et d'autre, surtout avec le personnel subalterne. Également, il y a la peur de sanction. On a créé un sentiment de peur de sanction à travers les erreurs. C'est pour ça que les gens cachent leurs erreurs. Ils cachent leurs erreurs parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés. Donc, à bord d'un navire, si on commet quelque chose, eh bien, on ne va pas la divulguer. On n'a pas cette culture de le faire. Il y a également la préférence des sources alternatives non validées. Alors, les gens, ils viennent à l'école, ils font tout un cours, mais lorsqu'ils vont à bord, ils ne consultent pas le cours, ils vont consulter d'autres ressources verbales, c'est-à-dire leurs aînés. Et il y a une transmission verbale des connaissances. Au lieu de chercher les sources validées, on est devenu fainéant par un système technologique très développé et par un système normalisé. Ensuite, il y a la normalisation des écarts. Enfin, ça devient normal qu'on vit dans les écarts. La théorie de normalisation des écarts veut dire quoi? Veut dire, eh bien, il y a des erreurs, on va faire avec. Tout ce que je viens de dire, les 10 points, ne relèvent pas des théories, ne relèvent pas des fondements, ça relève de la culture. Tous les points que j'ai cités, ça relève de la vigilance, ça relève de la culture de communication, ça relève de la culture du partage, ça relève, tout ça est culturel. Alors, on trouve la solution, c'est-à-dire que le code ISM, il est tellement formel, il est tellement bien fait avec des procédures qu'il a créé une culture floue par rapport aux marins. Mais alors, tous les navires sont à l'arrêt. Tous les navires sont détenus. Une autre compagnie, tous les navires fonctionnent bien. Ils sont dans le même pays. Alors pourquoi ça marche bien ici et ça ne marche pas de l'autre côté? Eh bien, tout simplement parce que l'autre compagnie, elle utilise un code complémentaire au code ISM. C'est le TMASA, Tanker Management and Safety and Self-Assessment. Donc, les entreprises, ça, ils appartiennent aux entreprises qui sont adhérentes à l'organisation, au Oil Company International Maritime Forum. Donc, ces gens-là, ils ont un autre code complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a constaté que le code ISM n'est pas suffisant. L'OCMA, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un autre code complémentaire. Et dans ce code-là, il a permis à une meilleure appréhension de la sécurité. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ce code-là, il traite d'abord, en numéro 1, il traite le leadership et le système de management de la sécurité. Il y a une dimension culturelle. Il traite, dans le recrutement, il traite également ce qu'on appelle tous les problèmes d'amarrage. Et si vous lisez le document, le TMASA, dans l'amarrage, vous trouvez tout un chapitre culturel là-dessus, parce que c'est là où on a beaucoup d'accidents. Il traite également, dans un chapitre, le management de la sécurité, le chapitre 9. Le chapitre 9, management de la sécurité, il ne fait que de la culture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cette compagnie qui a utilisé, et ceux qui utilisent le TMSA, ce n'est pas volontariste, il est obligatoire parce qu'il y a des vikings, parce qu'il y a des gens qui vont vérifier le navire pour ça. Alors, dans cette situation, on trouve au moins la réponse pour dire ça marche bien ici parce que
et on a développé une culture au sein du navire. De l'autre côté, on est une culture de sécurité maritime, parce que la culture, il y a deux cultures maintenant. Il y a la culture de conformité, parce qu'il y a une culture pour se conformer aux règles, et il y a une culture où on donne à l'être humain un certain nombre de libertés pour qu'il prenne sa décision. Donc le TMSA, il complète le code ISM. Donc la question qui se pose, on a posé la question, est-ce que ça marche bien dans la deuxième compagnie qui n'a pas eu des détentions? Eh bien non, il y a toujours des problèmes dans cette compagnie-là. Pourquoi il y a des problèmes? Parce que même le TMSA n'a pas résolu tous les problèmes de la culture. Il a résolu une partie seulement. Donc, ça veut dire, pour généraliser la culture de sécurité maritime, c'est vrai qu'on peut utiliser le TMSA, mais le TMSA, il est réservé uniquement aux navires citernes, c'est-à-dire les navires de transporteurs d'hydrocarbures. Alors, comment étendre la culture de sécurité à tous les types du navire? Eh bien, il y a un instrument, je ne dis pas magique, mais il y a un instrument volontariste qui est intéressant. C'est ce qu'on appelle le Safety Culture Ladder. Le Safety Culture Ladder est un outil de gestion, mais uniquement de la culture, comme son nom l'indique. Safety Culture Ladder. Donc, c'est un outil volontaire. Il est constitué de 5 chapitres. Il est inspiré d'un modèle scientifique de Parker. Il complète les deux. Il complète ISM Code et il complète le TMSA. Il est applicable, il pourrait être applicable à tous les navires. C'est quoi au juste? Eh bien, les thèmes qui sont élaborés par l'échelle de la culture de sécurité, si je fais une traduction, l'échelle de la culture de sécurité, il contient des généralités, thème 1, politique leadership, thème 2, connaissance aptitude, thème 3, processus primaire et secondaire, thème 4, collaboration avec les parties externes, et thème 5, apprentissage et amélioration. Pourquoi il est différent du code ISM et de TMSA? Parce que tout simplement, il n'est pas basé sur la documentation. Il n'y a aucune documentation dans ce système. Il y a des gens qui viennent à bord pour vérifier est-ce qu'il y a une culture de sécurité ou non. Donc, ils ne vont pas formaliser, ils vont parler à tout le monde, pour voir est-ce qu'il y a une culture. Et s'il n'y a pas de culture, donc ils vont essayer comment aider les gens à évoluer. Comment? C'est à travers de moins informés aux plus informés. Et c'est à travers une confiance à une responsabilité sociale. Il commence par le début. Le début s'appelle quoi? Il s'appelle une approche pathologique. C'est-à-dire, dans l'approche pathologique, on s'inquiète plus de la sécurité. Il n'y a aucune sécurité à bord. Ensuite, si la compagnie est là, donc je vais résumer, parce que j'ai dépassé le temps, donc je vais en 2-3 minutes donc il y a une approche réactive. Et l'approche réactive, c'est quoi? C'est pour dire que finalement, on s'intéresse à la sécurité, mais pas tout à fait. Mais il y a une autre approche calculatrice, c'est cette approche où se trouve le code ISM. Le code ISM, il se trouve ici, dans cette approche. Donc, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a deux autres approches beaucoup plus évolutives. Il y a l'approche proactive et il y a l'approche progressiste. Dans l'approche progressiste, la tolérance de l'erreur, c'est 0. C'est-à-dire que la culture au sein de l'organisme, elle est très importante. Je termine avec 2 slides. Donc ça, c'est la méthode pour l'observation, pour arriver à une définition claire et nette de la sécurité. C'est quoi la sécurité? C'est quoi la sécurité maritime? 1.
c'est une culture forte de sécurité. 2, c'est une attitude positive face à la... Il faut qu'il y ait une attitude positive. 3, il faut avoir une forte proportion du comportement qui est très sûr. Et bien sûr, dans cette... Donc, on peut interpréter ça dans la composante. Je veux bien vous montrer le modèle ABC. Dans le modèle ABC, c'est que l'être humain, il est à bord. Il a une culture. La culture, elle est invisible, et c'est cette culture qui va conditionner son comportement pour avoir un résultat. C'est-à-dire que la conséquence, elle est liée aux attitudes, elle est liée à la culture qui est invisible. Et ce qui est invisible, il est très grand. C'est comme un iceberg, c'est le 9/10e, le 9/10e de la culture, elle est cachée. Et je termine pour vous dire que dans la typologie de l'erreur humaine, souvent on fait fausse piste. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que toutes les détentions des navires algériens ne relèvent pas des erreurs. Ils relèvent des violations. Il y a une violation routinière, il y a une violation situationnelle, il y a une violation exceptionnelle. C'est-à-dire toutes les erreurs du port-state control, si on les compare, c'est des violations, ce n'est pas des erreurs. Parce que les erreurs, c'est une erreur intentionnelle. J'ai oublié de faire ça. C'est une erreur parce que la règle a changé. C'est une règle parce que je n'ai pas bien appliqué la connaissance. Mais si on analyse bien, eh bien, on est dans une autre catégorie de sécurité. Et je vais directement à la conclusion, parce que le temps est passé, pour vous dire que la culture et les leaderships, elle est supérieure au code ISM, elle est supérieure aux procédures. Pour vous dire également que le Safety Culture Ladder, il est important. Pourquoi? Parce que c'est un processus évolutif. Et pour vous dire ensemble, si on veut gagner cette bataille de détention et d'arrêt des navires, eh bien, travaillons ensemble, école et compagnie maritime, pour mettre en place ce système. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour la pédagogie, merci beaucoup pour toutes ces découvertes. Sans plus tarder, nous allons passer à la pause et nous allons revenir, préparer toutes vos questions. Nous allons revenir avec nos 3 intervenants afin d'échanger avec eux. Merci beaucoup et à tout à l'heure.